Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. I'm rise up like a phoenix flying through the light. I fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, 'cause it's do or die. Et bien ça tous monsieur, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept, Mr. Freaking Flashback. Je pense que vous l'avez compris. Dans ce nouveau concept, je ferai une review d'un ancien pay-per-view, que ce soit un très vieux pay-per-view ou un plus récent, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de Survivor Series 2014. On est dans le thème, nous sommes dans le mois des Survivor Series. C'est fait exprès, mes reviews flashback seront toujours dans le thème du pay-per-view du mois. Au moins, ça vous permettra de vous hyper un petit peu pour le pay-per-view qui arrive. Et au passage, vous aurez l'occasion de découvrir ce qui s'est passé dans un pay-per-view que vous n'avez probablement pas vu. Et si c'est pas le cas, bah, vous pouvez vous remémorer les souvenirs du pay-per-view. Je précise aussi que, hormis le fait de faire une review, la review des anciens pay-per-view, je vous partagerai aussi mon expérience que j'ai pu vivre à l'époque devant ces pay-per-view. Donc là, on commence avec Survivor Series 2014. J'ai choisi l'édition 2014 tout simplement parce que j'ai grandi avec. Le 5-on-5, c'est mon préféré. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce pay-per-view parce qu'il y a une vraie interrogation, une vraie histoire dans cette édition, puisqu'en 2014, la brand extension était terminée. C'est-à-dire que les superstars de la WWE n'avaient pas de roster attitré, contrairement à aujourd'hui. Donc bien évidemment, les matchs n'étaient pas basés sur la guerre des brands, Raw contre SmackDown, mais du coup les matchs étaient basés sur les storylines du moment, comme dans tous les autres pay-per-view. Donc voilà, avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il y aura du spoil dans cette vidéo, puisque je vais faire une review. Donc si vous voulez ne pas vous faire spoil, je vous encourage à regarder le pay-per-view avant de regarder la vidéo. Donc sans plus tarder, on commence avec la review. Donc la 28e édition de Survivor Series a eu lieu le 23 novembre 2014 au Scott Trade Center à Saint-Louis dans le Missouri. Seth Rollins figure sur le poster du show tout simplement parce que vous allez le voir, il avait un grand rôle dans ce pay-per-view. À ce moment-là, il y avait beaucoup de rumeurs sur le show. Moi, j'allais pas souvent sur internet, du coup les rumeurs, je connaissais pas trop. Il y avait notamment une rumeur qui s'est avérée vraie par la suite, c'est assez connu, mais je vous réserve pour ça pour la fin, pour ceux qui sont pas au courant. Donc il y avait un kick-off dans ce pay-per-view qui a commencé à 1h du matin, du coup 1h avant le show. Dans ce kick-off, on nous annonçait que Bad News Barrett ferait son retour et que Fandango sera en action. Donc finalement, on a eu deux matchs qui doivent être disponibles sur la chaîne YouTube de la WWE gratuitement. Je sais pas si c'est encore là. Donc le premier, c'était Fandango qui battait Justin Gabriel, qui n'a pas tardé à quitter la compagnie après d'ailleurs. Le match a duré à peine 3 minutes 10, donc voilà, aucun souvenir. J'ai vraiment aucun souvenir de ce match. J'ai probablement dû ne pas regarder le kick-off. Je me rappelle qu'après sa victoire à Mania 29 contre Jericho, moi j'ai détesté Fandango, je vous ai popé la foule, mais moi non, perso j'accrochais pas. Pourtant il a un grand potentiel, hein. il est pas mauvais in ring, mais voilà. Et le match, ce match-là, il a reçu la note de 0,5, donc ouais, meilleur match de la décennie. Ensuite, deuxième match du kick-off, Jack Swagger contre Cesaro. Si je me rappelle bien, ils venaient de se séparer parce qu'ils étaient en équipe, pour ceux qui ne savaient pas. Je crois que Zeb Colter restait du côté de Swagger et Cesaro avait Paul Heyman comme manager pendant un petit moment. Enfin bref, Jack Swagger battait Cesaro dans un match de 5 minutes 39. Pareil, aucun souvenir. À l'époque, en vrai, j'étais plus indulgent sur les rivalités, sur les matchs et sur les superstars qui étaient mis en avant, etc. Moi, je demandais juste du catch. Hein. C'est pour vous dire, je regardais chaque semaine Main Event à l'époque. Et ouais, bref, tellement j'étais assoiffé de catch, bah, je regardais tout ce qu'il y avait de possible. Et du coup pour ce match-là, la note était de 2,5 étoiles. Voilà, c'est ça, c'était pour le kick-off. C'est pas ouf, mais ouais, deux petits matchs. On passe au main show. Donc sur la carte principale, il y avait 6 matchs. Ça change des 16 matchs par pay-per-view en 2018. On commence avec un Fatal 4-Way pour les titres par équipe. Vous allez vous rendre compte que la division par équipe, c'était déjà le néant à ce moment-là. Donc on avait Goldust et Stardust qui étaient champions par équipe. C'était mal à gueule des champions par équipe. Donc Cody Rhodes qui avait une gimmick pourrie, bon on avait l'habitude avec Goldust déjà, mais franchement ouais, c'est pas ouf. Après cette team quand c'était Cody Rhodes, quand Cody Rhodes était pas en Stardust, j'aimais beaucoup, c'était l'époque où ils affrontaient le Shield chaque semaine, j'aimais vraiment bien. Mais là avec Stardust, en plus je pense que la team elle a duré quelques semaines à peine, ouais vraiment pas ouf. Ils affrontaient ce soir là les Usos avec leur gimmick de Samoan, donc c'était pas les Usos d'aujourd'hui.
Mais j'aimais beaucoup les Usos à cette époque-là. Ils affrontaient aussi Diego et Fernando, accompagnés par El Torito, donc les Los Matadores. C'était encore une fois une gimmick pourrie, hein. Moi je kiffais pas trop. Enfin, en vrai c'est bizarre. À l'époque j'aimais bien, avec du recul j'aime pas trop, mais bref. Donc c'était Pico et Primo pour ceux qui savaient pas. Et il y avait aussi Le Miz et Damien Mizdo, pour ceux qui ne savent pas. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à savoir. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, Damien Sandow s'était transformé en Damien Mizdo parce que sa gimmick c'était d'imiter le Miz. C'était assez marrant en vrai. Quand le Miz se faisait mal, bah lui en dehors du ring, il faisait genre qu'il recevait les coups. Enfin bref. Il n'y avait pas de real storyline pour ce match. Je me rappelle que c'était une période assez dure pour la division par équipe à ce moment-là. Donc ouais, pas ouf. Mais voilà. Fallait bien trouver un match pour remplir la carte. Donc à ce moment-là, le Miz et Damien Mizdo devenaient champions par équipe. C'était encore l'époque où les titres par équipe étaient en bronze. Là, c'était pas les titres d'Euro et SmackDown d'aujourd'hui. Donc voilà, le match était assez long en vrai, 15 minutes 25, deuxième match le plus long du show. Donc ouais, pas foufou. Le match avait reçu une note de 2,75, c'est déjà mieux que le kick-off, mais ouais, pas incroyable. Le prochain match, c'était un match féminin. Team Natalia avec comme membres Alicia Fox, Emma, Naomi et Natalia elle-même contre la Team Paige avec avec comme membres Cameron, Leila, Summer et Paige elle-même. Moi, dès qu'il y avait du catch féminin à l'époque, je faisais grève, hein. C'était pas la peine de regarder. C'était ma petite pause. J'aimais pas du tout. Aujourd'hui, ça a bien changé quand même. Les superstars féminines, maintenant, elles sont prises beaucoup plus au sérieux qu'à l'époque. Franchement, je regrette pas du tout l'époque des divas. Je sais qu'à l'époque, je sais que même actuellement, du coup, il y a beaucoup de gens qui aimeraient retrouver l'époque des divas, mais ouais, moi non, je préfère le catch féminin actuellement. Donc c'était un traditionnel Survivor Series Divas Tag Team Match Elimination de 14 minutes 35, remporté par la Team Natalia. La note était de 1 étoile, donc voilà, une étoile c'est pas ouf, hein. Sur 5, ouais, le match, tu sais qu'il a eu une étoile, ça te donne même pas envie de regarder. Je crois que je l'ai vu une fois dans ma vie et c'est tout. Et encore une fois, je pense que j'étais en train de m'endormir en même temps ou un truc dans le genre, mais ouais. Enfin bref. Le match était pas ouf, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, il n'y a aucune construction, donc voilà. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le match. N'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Troisième match, on avait Bray Wyatt contre Dean Ambrose dans un match en simple de 14 minutes. Cette époque, franchement, elle me manque. Moi, en fait, c'était l'époque où Bray Wyatt allait chercher ses adversaires. Pour moi, Bray Wyatt, c'était une attraction à WWE. Il faisait peur, c'était bizarre. Vraiment, ça me manque. La Wyatt Family, à jamais dans mon cœur. Donc je vous remets dans le contexte de la rivalité. Lors de Hell in a Cell, Bray Wyatt effectue son retour lors du main event qui opposait Dean Ambrose et Seth Rollins en attaquant Dean Ambrose, ce qui offrit la victoire à Seth Rollins. Lors des rows suivants, Bray Wyatt envoie de multiples messages à Dean Ambrose lui disant qu'il aime ce côté lunatique et déclenche une guerre psychologique avec le Lunatic Fringe. Un match est décidé par la suite lors des Survivor Series entre Dean Ambrose et Bray Wyatt. Pendant plusieurs semaines, Bray Wyatt agresse Dean Ambrose et joue avec son esprit en citant "Tu envoies toujours des cartes à ton père en prison, lui qui t'a abandonné. Moi je ne t'abandonnerai pas, Dean." Et ce fut comme ça pendant plusieurs semaines. Donc ouais, c'était vraiment tordu le personnage de Bray Wyatt à cette époque-là, mais ça fonctionnait tellement, ça paraissait tellement réel. Ces rivalités, les matchs étaient très rarement exceptionnels, mais nous c'était pas ce qu'on demandait. Le perso de Bray Wyatt était tellement flagrant que juste l'histoire nous faisait plaisir, même si on a pu être déçu par le booking de Bray Wyatt quelques mois auparavant. Mais voilà. Donc en ce qui concerne le match, il était plutôt bon au début avec Bray Wyatt qui avait l'avantage, mais Dean Ambrose à un moment donné il a voulu prouver à Bray Wyatt que lui aussi il était fou. Donc il a ramené une chaise, il a fait passer Bray Wyatt à travers la table et il a ramené une échelle à la fin. Donc Bray Wyatt a gagné par disqualification puisque le match c'était un match simple. Et les chaises, échelles et tables étaient pour faire le lien puisque après le match la WWE a annoncé qu'il y aura un autre match entre Dean Ambrose et Bray Wyatt à TLC. Donc voilà, la note pour ce match était de 3,25. Ça reste très correct même si on restait sur notre fin. Mais voilà, ça reste le meilleur match, ça reste le match le mieux noté du show pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. On passe au quatrième match et là vraiment on redescend d'un niveau. Donc c'est un match par équipe de 2 minutes 36 entre Adam Rose, lancé de Noé Rosé, avec le lapin contre Titus O'Neil et Heath Slater qui perdaient le match. Et je me rends compte que Titus O'Neil n'a plus catché depuis des années maintenant. Ouais. Pourtant il est toujours sous contrat. Et d'ailleurs vous remarquerez que dans ce show il y a plein de superstars qui sont plus là à la WWE, mais bref.
J'ai pas grand chose à dire sur ce match, mis à part qu'il est pas très intéressant et qu'il a reçu 0,25 étoiles, donc nouveau record. Un match incroyable. Je rigole. Donc on passe au 5e match et avant-dernier match de la carte. C'est encore un match féminin, 2 pour le prix d'un. 2 pour le prix d'un pay-per-view, j'ai envie de dire, c'est-à-dire 9,99. De quoi être ravi, 2 petits matchs féminins pour le week-end, on est content. Donc cette fois-ci c'était un match en simple pour le titre des divas entre AJ Lee, la championne, et Nikki Bella. Donc la rivalité c'était pas ouf. Nikki avait remporté une bataille royale de Halloween. T'es mal à la gueule de la bataille royale, bordel. Elle était déguisée en chat noir chelou, la meuf, enfin bref. Et du coup elle avait gagné une opportunité au titre, c'est pas ouf, ouais, c'est vraiment pas ouf. Nikki devient championne en 33 secondes. Brie Bella avait galoché AJ Lee. Ensuite Nikki Bella avait fait son finisher pour gagner le match. Ouais. Là je redécouvre le match en même temps que vous. 33 secondes, je me rappelais pas du tout de ça. Brie Bella qui galoche AJ Lee pour gagner. C'est chelou cette histoire. Enfin bref, pas ouf et il n'y a pas de note du coup parce que le match a duré 33 secondes. Et enfin nous passons au main event dans un Survivor Series traditionnel 5-on-5 match. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. Nous avons 2 teams de 5 en général Raw contre SmackDown. Pas pour cette fois-ci du coup. Et c'est très simple du coup, si une superstar se fait river les épaules pendant 3 secondes par un membre de la team adverse, et ben elle ne fait pas perdre son équipe, mais elle se fait éliminer. Et du coup la première team à n'avoir plus de membres dans le match, et ben cette team perd le match. J'explique très très mal, mais je pense que vous m'avez compris. Et d'ailleurs si vous voulez une vidéo consacrée à cette stipulation, faites-le moi savoir dans les coms. Si vous voulez un top ou un truc dans le genre, enfin bref, revenons au main event. C'était Team Cena contre Team Autorité, le match a duré 43 minutes 25, et laissez-moi vous dire que ce n'est pas 43 minutes de perdu. Moi c'est mon 5-on-5 de Survivor Series préféré, parmi tous, et croyez-moi, j'en ai pas vu que 2. Donc vous l'avez compris, c'est pas un Raw contre SmackDown. Donc pour que vous y voyez plus clair, je vais vous remettre dans le contexte. À Hell in a Cell, encore une fois, c'était encore Hell in a Cell. John Cena bat Randy Orton pour devenir le challenger numéro 1 au WWE World Heavyweight Championship qu'il a perdu face à Brock Lesnar à SummerSlam 2014. Ça fait beaucoup d'infos. Le lendemain à Raw, Stephanie McMahon propose à John Cena de rejoindre l'Autorité. L'Autorité, je le rappelle, c'est une sorte d'association heel créée par les 3 co-leaders Vince McMahon, Triple H et sa femme. Quand je dis les 3 co-leaders, c'est les 3 co-leaders de l'Autorité et pas de la WWE. Même si en soi c'est un peu le cas. Et donc cette team avait pour but de faire régner la justice à la WWE. Je vais pas vous faire l'histoire de l'Autorité, même si c'est un sujet très très intéressant. Donc encore une fois, si vous voulez une vidéo consacrée à ce sujet, faites-le moi savoir dans les commentaires. Là je vais juste vous énumérer dans l'ordre les membres de l'Autorité. Le premier membre à rejoindre l'Autorité, c'est Randy Orton. Après le return de Triple H sur Daniel Bryan à SummerSlam 2013, Randy Orton a rejoint l'Autorité. Et s'est fait ensuite éjecter en début novembre 2014 après avoir turn sur Seth Rollins. Ensuite, en août 2013, c'est le Shield entier qui rejoint l'Autorité pour la quitter en mars 2014. Mais Seth Rollins rejoint l'Autorité début juin 2014 après son heel turn sur ses frères du Shield. Scott Armstrong rejoint en septembre 2013 en tant qu'arbitre. Ensuite, nous avons Kane qui rejoint lui en octobre 2013. Nous avons aussi Lenny Joe Slows, Road Dogg et Billy Gunn qui rejoignent en janvier 2014, mais quittent après WrestleMania 30. Nous avons aussi Batista qui rejoint l'Autorité après WrestleMania 30 lui, et qui quitte quelques minutes avant le heel turn de Seth Rollins. Et enfin la GNG de sécurité, Jimmy Noble et Joey Mercury qui rejoignent en septembre 2014 en tant que sécurité de Seth Rollins. Et du coup voilà. Donc John Cena refuse de rejoindre l'Autorité et du coup Triple H organise un match par équipe traditionnelle des Survivor Series entre une équipe composée par John Cena et une équipe composée par l'Autorité. Mr. McMahon annonce ensuite que si l'Autorité perd, elle n'existera plus. Après plusieurs agressions sur les membres de la team Cena, Triple H annonce lors du dernier SmackDown avant le pay-per-view, soit 2 jours avant du coup, une nouvelle stipulation. Si l'équipe de Cena perd, ils seront tous virés excepté Cena. Et à la fin du show, ce soir-là, la Team Authority tabasse toute l'équipe Cena et atomise Ryback d'un chokeslam, du coup Kane, suivi d'un pedigree de Triple H et d'un curb stomp de Seth Rollins. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette rivalité-là. Donc John Cena compose son équipe avec Dolph Ziggler, Ryback, le Big Show et Eric Rowan, qui a quitté la Wyatt Family. L'Autorité compose son équipe avec comme membres Seth Rollins, Mark Henry, Rusev, le champion des États-Unis, du coup Kane après, et Luke Harper, le champion intercontinental. Quand j'ai dit le champion des États-Unis, je parlais pas de Kane mais de Rusev.
J'ai bégayé un petit peu. Enfin bref, on peut remarquer que les teams sont très bien construits car chaque membre a sa cible. On a Luke Harper et Eric Rowan qui étaient en rivalité à ce moment-là, qui sont chacun dans une team. C'était assez sympa, moi je trouvais ça assez surprenant de voir Eric Rowan rejoindre cette team-là, de voir même Ryback de Ziggler. J'aurais préféré d'autres noms, mais au final c'était bien sympa puisque le match était incroyable. Je rappelle l'enjeu de ce match: si la Team Cena gagne, l'autorité n'existe plus, et si la Team Cena perd, l'entièreté des membres de la Team Cena sera renvoyée, ce qui permet à Cena de voir la fidélité de ses membres au final. Maintenant on passe au match. Le match commence avec les gros gabarits de chaque team dans le ring. Big Show met un cow punch à Mark Henry qui n'arrivera pas à s'en relever. Donc gros coup marqué par la Team Cena en éliminant un membre en à peine quelques secondes. Ensuite c'est Ryback qui tente un shell shock sur Rusev et pendant que l'arbitre est retourné, Seth Rollins fait un curbstone sur Ryback. Ensuite Rusev met son Mashka kick pour éliminer Ryback. Juste après ça c'est le sbull dans le ring. Il y a un enchaînement de coups portés sur tout le monde. Après on a Dolph Ziggler qui se fait détruire par tout le monde, par tous les membres de la Team Autorité, jusqu'à que Rusev place Ziggler sur la table des commentateurs. Rusev tente un splash sur Ziggler, mais Ziggler se sauve et c'est Rusev qui passe à travers la table. L'arbitre contre Ziggler, lui, arrive à rentrer dans le ring avant le compte de 10, mais Rusev pas du tout. Donc encore une élimination pour la team des Heels. Ensuite Cena prend le relais jusqu'au moment où il donne le tag à Rowan, et du coup Harper et Rowan se mettent sur la gueule. Entre temps on a l'autorité qui triche, c'est important. Harper fait son discus clothesline sur Rowan, donc Rowan éliminé. Il ne reste plus que Big Show, Cena et Dolph Ziggler dans la team Cena. Et dans la team Autorité, il ne reste plus que Rollins, Kane, Harper. Donc c'est un partout, c'est égalité. Enfin un partout, deux partout du coup. Donc c'est égalité. Il reste 3 membres dans chaque équipe. Dolph Ziggler est KO en dehors du ring. Il fait son petit dodo, il récupère sa nuit. Cena et le Big Show, eux, sont dans le ring. Et Big Show décide de faire le taf, mais vraiment comme un bonhomme pour sa team. Et ben non, pas du tout. Pour pas changer, Big Show fait un heel turn pour la 32e fois de l'année. Il a eu peur de se faire virer. Donc KO punch sur Cena. Cena se fait éliminer par Rollins. Le Big Show décide de rejoindre l'autorité. Il serre la main de Triple H tranquillement et il quitte l'arène. Du coup, l'égalité n'a duré que 30 secondes. Maintenant, Ziggler est le dernier membre de la Team Cena à ne pas être éliminé. Il doit affronter Kane, Rollins et Harper. Et aussi les triches de Triple H et Stephanie McMahon. Et la GNG Security. Donc là, Ziggler prend cher pour pas changer. Ziggler est complètement fumé, mais il résiste. Il tente plusieurs fois de tomber sur Kane. Il enchaîne les super kicks, les DDT. Il sort tous ses moves. Il fait le match de l'année. Et puis, paf, le zigzag sur Kane. Kane est éliminé. Ziggler réduit le score en Warrior. Il abandonne pas. Il prend exemple sur Cena. Ensuite, Harper tente de finir le match. Il n'y parvient pas, donc on a Triple H qui fait un petit coup de gueule, il crie sur Harper, mais là, second souffle de Dolph Ziggler avec le roll-up pour éliminer Harper. Il ne reste plus que Rollins et Dolph Ziggler dans le ring. Là, les coups s'enchaînent, les roll-up par-ci par-là, les super kicks, les zigzags. Là, Rollins évite le pire, il a pas envie de dissoudre l'autorité, donc forcément, il redouble d'efforts. Ziggler de même, il a pas envie de se faire virer. On a Ziggler qui se dégage de plusieurs tombées, et pareil pour Seth Rollins. Au bout d'un moment, on a la JNJ Security qui interviennent. Ziggler, bam, les super kicks, pas le temps. Rollins, pareil, buckle bomb dans le coin. Ziggler est placé. Rollins court dans les cordes pour le curbstone, mais Ziggler se retourne tel un guépard et bim, le zigzag, le tombé, fin du match. 1, 2 et non. L'arbitre n'est pas là. Triple H en profite. Il casse la gueule de Ziggler et les pédigris. Et là, on se dit que c'est la fin du match. Triple H met Rollins sur Ziggler pour le tomber. Un autre arbitre arrive en courant comme par hasard. 1, 2 et les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent, les rumeurs se sont avérées vraies. Sting apparaît, la foule pop comme jamais. Sting monte dans le ring et Ed Ziggler a gagné le match. C'est comme ça que ça se termine le show. Donc là, tout est écrit. On sait qu'on aura Triple H contre Sting à Mania 31. Donc voilà, je vous conseille de regarder ce match. Il est génial, moi j'adore ce match. Surtout le moment entre Seth Rollins et Dolph Ziggler. Je vous ai écourté un petit peu tout ça parce que le match est tellement long, 43 minutes, c'est difficile à résumer dans les détails. Donc voilà. Le match a reçu comme une note de 4,5 étoiles, donc très très bon match. Pas 5, mais presque en vrai. Donc c'est déjà très bien. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé par la suite, eh ben, l'autorité a bel et bien disparu, jusqu'au moment où Seth Rollins a pris Edge en otage, qui lui était encore en retraite. Et du coup Rollins menaçait de faire un curbstone sur la nuque de Edge si Cena ne faisait pas revenir l'autorité. Donc Cena a été forcé à faire revenir l'autorité.
Et ensuite, en ce qui concerne le Big Show, il a expliqué son heel turn en disant qu'il ne voulait pas se faire virer et qu'il avait une famille à nourrir. Et tout ça en pleurant, bien sûr. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au final, elle était assez rapide. Je pense qu'elle aurait duré plus longtemps. La prochaine fois, j'essaierai de modifier tout ça et faire plus en mode talk show et pas trop prendre des notes parce que j'ai dû prendre des notes pour les rivalités parce que j'avais un petit peu oublié tout ça. Enfin bref, j'essaierai aussi de prendre des guests, enfin des invités pour parler un petit peu des shows. Comme ça, vous aurez l'avis de plusieurs personnes et pas seulement mon avis. Moi, je trouve que le show, dans sa globalité, il est assez bon, même s'il n'y a que le main event qui relève un petit peu le tout. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, mettre un commentaire, faites ce que vous voulez. On se retrouve cette semaine, fin de semaine normalement, pour les pronostics de Survivor Series 2021 du coup. Il y a toujours pas de construction, ça m'énerve. Mais bref. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du cash à l'espoir. Bisous bisous.